John Gallianos est le maître incontesté du polygraphe au pays. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle primordial dans plusieurs affaires policières qui ont fait les manchettes. En 1977, une terrible histoire d'enlèvement soulève la passion populaire au Québec. C'est la plus grosse cause d'enlèvement de l'histoire du Canada. Charles Marion, le directeur de crédit d'une caisse populaire, est séquestré pendant plusieurs semaines par les mystérieux 7 serpents. Les ravisseurs demandaient une rançon de 1 million $. Il y en a eu des enlèvements. Ceux que je me souviens, les otages ont été retrouvés morts. En 1977, une terrible affaire d'enlèvement soulève la passion populaire au Québec. Charles Marion, un directeur de crédit d'une caisse populaire de Sherbrooke, vient d'être libéré par ses ravisseurs après 82 jours en captivité. Il jure avoir vécu l'enfer, mais on met grandement sa parole en doute. Il y avait des indications qui laissaient entendre, avec raison, que M. Mario pourrait être mêlé dans son enlèvement. Il y a certains journalistes qui étaient certains à 100 qui étaient impliqués là-dedans. Il y avait des journalistes qui portaient des rumeurs, à un moment donné, que Marion avait organisé tout ça pour avoir de l'argent, s'enfuir avec sa maîtresse. Il y avait même un journaliste là, qui avait écrit « Sors de ta cachette ». L'opinion publique peut devenir très dangereuse. On peut imaginer que dans l'ancien temps, vraiment, on croyait que quelqu'un était coupable d'un acte criminel, alors c'était la foule qui le prenait et qui le pendait à l'arbre. D'où la création des tribunaux, en fin de compte, pour juger d'une manière impartiale et neutre les faits qui sont reprochés à un individu. Les enquêteurs au dossier font face à une situation pour le moins inhabituelle pour laquelle ils n'ont que peu d'expérience. Et le public, impatient, exige des réponses. Il y avait beaucoup de pression sur le gouvernement du Québec et également de la Sûreté du Québec. Pourquoi? La raison principale, c'est que c'est la plus grosse cause d'enlèvement de l'histoire du Canada. Dans les années 70, il y a eu beaucoup d'enlèvements de directeurs ou de gérants de banque. En fait, c'était des séquestrations. Alors, on gardait des personnes dans la maison, la femme et les enfants, pendant que le monsieur allait chercher l'argent à la banque. Mais des enlèvements comme tels au Québec, contre rançon, à ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup. L'enquête, c'est moi qui l'avais au début. Et vu que c'était un gros dossier, on a appelé Montréal, le chef des enquêtes. Il est venu à Sherbrooke, qui a pris charge de l'enquête. John Gallianos reçoit un Charles Marion complètement dévasté et brisé psychologiquement quelque temps après sa libération. Marion espère de tout cœur que le polygraphe l'aidera à prouver son innocence. Le monsieur en question, il a passé 82 jours dans le trou, où on le nourrissait au sandwich à l'occasion, et on lui donnait également de la boisson, sa boisson favorite. Là. Le test a eu lieu plusieurs mois après, mais encore là, il était suivi en psychiatrie, il prenait des médicaments très forts. Fait que le monsieur était réellement pas le meilleur candidat, disons, pour soumettre un test polygraphique. Sur chacune des questions, le polygraphe enregistre les variations de la pression, du pouls, des glandes sudoripares et de la respiration. Mais la médication que prend Charles Marion et son état psychologique peuvent fausser les résultats. John Gallianos est convaincu qu'il n'est pas en état de passer le test, mais étant donné les circonstances exceptionnelles de l'affaire, il décide tout de même de procéder. Bien, il y avait beaucoup de pression médiatique. Puis l'avocat s'est sûrement dit que c'est une bonne façon d'enlever le nuage pour démontrer que M. Marion n'est pas impliqué là-dedans. Et on avait également l'accord de son médecin. Mais encore là, c'est pas le candidat idéal pour le test polygraphique. C'est le 6 août 1977 vers 23 h, alors qu'il se trouve dans un chalet de Stoke en Estrie, que Charles Marion et Aline Hiergeau, sa secrétaire, sont assaillis par 2 hommes cagoulés et armés. Les bandits ligotent la femme à un bol de toilette et quittent les lieux en emportant Marion, qu'on ne reverra plus pendant près de 3 mois.
Les autorités ont été avisées par des ravisseurs qui demandaient une rançon de 1 million $. Ils ont voulu transiger par le fils Pierre Marion, qui a agi en collaboration également avec la Sûreté du Québec. Les suspects allaient déposer des lettres. C'était toujours une demande de rançon avec des menaces d'attenter à la vie de M. Marion si on ne se pliait pas aux demandes. Charles Marion est séquestré dans un réduit en pleine forêt par ceux qui se font appeler les 7 serpents. Il est enchaîné au cou, à la taille et à la cheville. Pendant ce temps, les policiers qui refusent de payer la rançon tentent de berner les ravisseurs sans succès. Il y a eu quelques tentatives de livrer de l'argent. La Sûreté du Québec avait utilisé les journalistes très connus, Claude Poirier et Norman Maltais, pour livrer l'argent. Il y a eu à un moment donné des cartons ou des papiers qui avaient été placés dans la mallette. Mais je peux vous dire que M. Poirier et M. Maltais n'étaient pas au courant de ça. Et ça l'a avorté. À l'époque, les enquêteurs qui étaient là, c'était des gens qui étaient très qualifiés, mais ils ne pouvaient pas avoir l'expérience dans ce genre de crime-là. Il n'y en avait pas. Comme on dit, ils apprenaient sur le tas. À travers le monde, la police ne sont pas en faveur de payer les rançons parce que, une fois la rançon payée, qu'est-ce qui nous dit que l'otage va être libéré? T'sais, à un moment donné, on n'a plus de moyens de pression, on n'a plus de moyens de négociation, on n'a plus rien. Si on paye les rançons, bien, il y en a d'autres qui vont s'essayer aussi. Ils vont dire, bien, c'est facile, la rançon a été payée. Fait que c'est un autre aspect, ça, qui rentre en ligne de compte. Les ravisseurs libèrent finalement Charles Marion le 27 octobre, après le versement par la famille d'une somme de 50 000 $. Une initiative faite de bonne foi, mais qui aurait pu tourner au drame. Oui, il y en a eu des enlèvements. Ceux que je me souviens, tous celles où la rançon a été payée, les otages ont été retrouvés morts ou encore ça s'est mal fini d'une façon ou d'une autre. En le voyant pénétrer dans son bureau, John Gallianos était certain que Charles Marion ne serait pas un bon candidat pour le polygraphe. C'est un type qui était sur les soins médicaux pour la dépression et pour l'anxiété, à un point que lorsque je le questionnais, quand je lui demandais sa date de naissance, il était hésitant. Les résultats du test furent non concluants, aux grandes dames de Marion qui espéraient prouver son innocence et des enquêteurs qui le croyaient impliqué dans l'affaire. Je crois qu'il n'y aurait eu aucun moyen de blanchir cet individu-là vis-à-vis de l'opinion publique. Le test polygraphe, qui est de toute manière non concluant, n'a servi à rien, en fin de compte. Dans mon opinion à moi, il aurait été mieux s'il n'aurait jamais passé ce test-là. Ils ont fouillé puis ont saisi une partie du 50 000 qui provenait de la rançon qui a été payée par la famille de M. Marion. Ils ont caché de l'argent là, donc il fallait qu'elle sache quelque chose. Le test polygraphique devant innocenter Charles Marion, retenu captif pendant 82 jours, s'avère non concluant à cause des puissants médicaments qu'il utilise. Plusieurs policiers et une grande partie de l'opinion publique doutent réellement de son innocence. Il avait été interviewé par un poste de radio, soit CGMS ou CKVL à l'époque. Il y a des gens qui l'écoutaient parler et qui ont dit « Ouais, sûrement qu'il n'est pas impliqué là-dedans. » Mais il y a des gens qui croyaient réellement qu'il était impliqué dans son enlèvement par rapport à ses réponses, la façon que les questions étaient également posées. Il y avait tellement d'informations qui rentraient qu'il y en avait plusieurs hypothèses, dont celle que M. Marion avait participé à son propre enlèvement. C'est pas parce que le journal écrit que Marion a participé à son enlèvement qu'on va se garocher là-dessus. C'est pas avec ça qu'on va bâtir les preuves. Mais ça met beaucoup de pression sur l'opinion publique. La pression politique est forte, mais l'enquête progresse lentement aux grandes dames des policiers et de la famille Marion. C'est finalement par hasard que Noël Bolduc et un collègue tombent sur Michel de Varenne. Une arrestation difficile, mais qui fera grandement progresser l'enquête. Suite à notre journée de travail, on a décidé d'aller prendre une bière et on s'est aperçu que M. de Varenne était sur les lieux. On a discuté ensemble à un moment donné, moi et mon partenaire, comment qu'on allait le sortir de là.
M. de Varenne était en liberté illégale. Il avait profité d'une sortie temporaire pour s'esquiver, se perdre dans la nature. Et puis, il s'était forgé une nouvelle identité. Mais M. de Varenne, à ce moment-là, il n'était pas sur le radar des policiers du tout. Là. À ce moment-là, c'était même pas un suspect. On l'ignorait tout simplement. Il ne voulait pas qu'on l'apporte avec nous autres. Il s'est débattu. Et finalement, on s'est retrouvés les trois ensemble sur l'asphalte pendant à peu près 3-4 minutes. Finalement, moi, j'ai dit, appelez la police de Sherbrooke. Ils ont appelé la police de Sherbrooke, je ne sais pas c'est qui. Et la police de Sherbrooke sont arrivés chez lui. Ils nous connaissaient. Ils ont mis des menottes à M. de Varenne. Rendu au bureau, nous avions fouillé M. de Varenne. Nous avons trouvé de l'argent. L'argent est marqué par son numéro de série. Nous avons vérifié les billets et c'était l'argent qui avait été versé comme rançon dans l'affaire Marion. Les policiers ne mettent pas beaucoup de temps à remonter jusqu'à la conjointe de Michel de Varenne, Louise. Dans son appartement, on retrouve une partie de la rançon payée par la famille Marion. Elle a été mise en état d'arrestation. Ils sont même l'interrogée. Ils l'ont interrogée pendant plusieurs heures, mais la personne niait. Comme l'interrogatoire des policiers ne mène nulle part, on offre à Louise la possibilité de passer un test polygraphique, ce qu'elle accepte. Lorsqu'elle est rentrée dans la pièce de polygraphie, elle avait des larmes aux yeux. Puis elle pleurait, puis elle pleurait, puis elle pleurait. Là, j'ai dit, Louise, moi c'est John, appelle-moi John, moi je vais t'appeler Louise, je suis à l'aise de même. As-tu objection? Non, monsieur. Parfait. Mais j'ai dit, là, faut t'arrêter de pleurer, parce que si tu pleures, je pourrais pas faire le test. Ah! C'est bien pleurer encore plus. Comme elle est très agitée, la jeune femme n'est pas un bon sujet pour le polygraphe. L'affaire est importante et John Gallianos craint que le résultat du test soit semblable à celui de Charles Marion. Il tente alors de procéder d'une autre manière. C'est une personne qui est impliquée, là, assez directement, là, avec ceux qui ont fait l'enlèvement. Ils ont caché de l'argent là, donc il fallait qu'elle sache quelque chose. Fait qu'au bout d'une demi-heure, 45 minutes, je voyais que je n'allais pas nulle part. Fait que je ne pouvais pas tester une personne dans cette condition-là. À ce moment-là, j'ai offert d'aller prendre une bière. Aimerais-tu ça aller prendre une bière, Louise? Elle dit, oh, peux-tu? J'ai dit, écoute, ben oui. Même si Louise est officiellement en état d'arrestation, John Gallianos l'entraîne hors des murs de Parthenay jusqu'à un petit bar du quartier. Bon, il y a un petit bar ici pas loin qui s'appelle Fernand Gignac. Il faut t'arrêter de pleurer. Elle dit, pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils vont dire, regarde le gars qui bat sa femme. Puis moi, là, je ne vais pas me faire battre. Fait qu'elle dit, OK. Elle suit ses larmes, elle s'est mariée. Sentant que la jeune femme se calme peu à peu, John Gallianos persiste à lui changer les idées. Elle aimait de la danse, j'aimais la danse. Fait qu'on a essayé de développer un bon common bond, comme on dit, un bon lien en commun ensemble. On a passé peut-être une bonne heure, là, peut-être plus même. Et on a parlé d'un paquet de choses, mais pas de l'affaire Marion. John Gallianos a réussi à gagner la confiance de Louise. Elle est maintenant assez calme pour passer le test polygraphique, mais comme il joue habilement ses cartes, ce ne sera finalement pas nécessaire. En rentrant dans la salle de polygraphie, j'ai expliqué, ni plus ni moins, la preuve circonstancielle qu'il y avait, dans l'espace d'une minute ou deux. Et j'ai dit, Louise, c'est-tu réellement nécessaire de faire un test? Elle répond, non, John, moi tout te dire, mais j'ai peur. Le test polygraphique n'est pas recevable en cours. Il n'est donc d'aucune utilité si un suspect est prêt à passer aux aveux, ce que fait aussitôt Louise. Elle a expliqué comment est-ce qu'elle était impliquée là-dedans. Elle a mentionné le nom des gens. Et elle disait que sa participation, elle n'était pas sur l'enlèvement, là, mais qu'elle livrait des missives. Louise est loin d'être une criminelle endurcie, et toute cette affaire l'a profondément troublée. Elle avoue même à John Gallianos qu'elle est très triste du sort réservé à Charles Marion dans l'opinion publique. Ce qu'on voulait tous savoir, est-ce que M. Marion est impliqué là-dedans? C'est que John m'a conté une affaire, puis je te jure, c'est la tête là, de tous mes proches. Là. Quand je l'écoutais à la radio,
Puis je savais que les gens riaient de lui. Je savais que les gens le pointaient du doigt. Puis j'en avais pitié pour lui. Fait que là, je voulais l'appeler. Je voulais appeler à la radio. Puis leur dire, « Monsieur Marion, moi, là, je fais partie de l'enlèvement. Puis je le sais que vous n'êtes pas impliqué là-dedans, monsieur Marion. Je le sais que vous n'êtes pas impliqué là-dedans. » Je voulais faire ça. Mais j'ai changé d'idée. Parce que je me suis dit peut-être que la ligne téléphonique, il va y avoir un traceur dessus, un tracé. Alors, j'ai décidé de ne pas le faire, finalement. John Gallianos côtoie quotidiennement des menteurs et son jugement à cet effet est presque aussi sûr que les graphiques de sa machine. Il ne doute pas des propos de Louise. Je suis convaincu que Louise, à ce moment-là, croyait fermement que M. Marion n'était pas impliqué là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas impliqué là-dedans, mais c'est qu'elle croyait ça. Finalement, j'ai décidé de ne pas la passer au polygraphe, là, parce que c'était des longues heures qu'on était ensemble, mais elle ne sait pas que je la passais pas au polygraphe. Fait que moi, je l'ai bien dit, écoute, Louise, il faut que ça soit toute la vérité. Ça fait que si tu me caches quelque chose, c'est sûr que tu vas avoir une réaction là-dessus, là. Fait qu'on va perdre confiance. Je vous jure, monsieur, puis passez-moi au test. Elle voulait l'avoir, le test. Les policiers ont bien raison de croire les informations obtenues de Louise par John Gallianos. La jeune femme leur fournit d'importants renseignements qui mèneront rapidement à une autre arrestation. J'ai tenté très fort de la convaincre de passer au polygraphe. Après avoir expliqué le fonctionnement de l'appareil, elle s'est dit « Ah, c'est pas pour moi ». On a retrouvé une partie de la rançon versée pour la libération de Charles Marion chez Louise. Elle nie toute implication, mais John Gallianos réussit à lui faire avouer sa culpabilité et à la convaincre de participer à l'enquête. Les résultats ne se font pas attendre. Quelques jours après, ils ont arrêté Jeanne Valence. Tout comme sa présumée complice l'avait fait avant elle, Jeanne Valence nie toute implication dans l'enlèvement de Charles Marion. Évidemment, les enquêteurs étaient convaincus de son implication, mais elle niait toute responsabilité là-dedans. Fait qu'encore là, il y a un enquêteur qui a suggéré de passer au polygraphe. Elle a accepté le test au polygraphe. C'est vraiment un outil d'enquête. Ça ne remplace pas l'enquête. Le polygraphe va être utile à ce moment-là pour dire, bon, OK, lui, tu l'élimines, il n'y a pas d'affaire là-dedans. Alors là, ils vont pouvoir réorienter leur enquête puis s'en aller dans le bon sens. On amène Jeanne Valence au bureau de John Gallianos. Elle est beaucoup moins émotive que Louise et elle est donc apte à procéder au test polygraphique. Évidemment, lorsqu'elle se présente là, j'essaye par tous les moyens de la soumettre au test, parce qu'elle avait dit oui aux enquêteurs. Là, finalement, elle était hésitante. Surtout après avoir expliqué le fonctionnement de l'appareil. Elle s'est dit « Ah, c'est pas pour moi ». Légalement, personne n'est obligé de se soumettre à un test polygraphique. John Gallianos doit donc convaincre Jeanne Valence de le faire. Un refus de sa part nuirait considérablement à l'enquête. Vu la nature du dossier, vu la nature de la publicité, j'ai tenté très fort de la convaincre de passer au polygraphe. Malgré les efforts de John Gallianos, Jeanne Valence refuse toujours de passer le test. Il décide donc de procéder de la même façon dont il s'y est pris pour convaincre Louise. Je me souviens très bien, sur l'heure du midi, nous avons sorti ensemble dans le stationnement. Nous avons marché ensemble. On a parlé, il était très fier de ses enfants. Puis il y en a un de ses enfants, c'est un boxeur. Puis moi, j'étais un sportif aussi, dans le jiu-jitsu, puis le hockey. Fait qu'on parlait de choses semblables. Fait qu'on avait un bon lien commun ensemble. La manière douce s'avère efficace à nouveau. Encore une fois, John Gallianos réussit à obtenir une confession sans même devoir utiliser le polygraphe. Lorsqu'elle s'est mise à table, elle a raconté son implication directe dans l'enlèvement de M. Marion. Elle a impliqué également son mari, Claude Valence, et Michel de Varenne. Suite aux deux confessions obtenues par John Gallianos, les policiers procèdent finalement à l'arrestation de Claude Valence. Les enquêteurs ont interrogé longuement Claude Valence et, je crois, Michel de Varenne. Et là, c'était plus nécessaire d'amener des gens au polygraphe. Suite au procès, Michel de Varenne, le conjoint de Louise, est condamné à 12 ans de prison. Jeanne Valence écope de 3 ans et son mari Claude de 6 ans, et ce, même s'il est acquitté des accusations d'enlèvement.
Valence a été acquitté parce que son avocat a réussi à semer un doute raisonnable à l'effet que M. Marion avait participé à son enlèvement. Il faut bien comprendre que les procureurs de la Couronne ainsi que les juges ne vivent pas dans une bulle ou dans un vide, qui ne sont pas au courant de l'opinion publique vis-à-vis un certain crime ou vis-à-vis un certain personnage qui sont devant eux. Eux aussi, ils ont leur vécu, ils ont leur opinion sur certaines sortes de crimes qu'ils peuvent juger plus sévèrement ou non. C'est un élément qu'on devrait prendre en considération. Charles Marion ne se remettra jamais de cette expérience douloureuse. En 1999, 22 ans après les événements, il s'enlève la vie dans sa villa Montrepos de Stoke, l'endroit même où les ravisseurs l'avaient kidnappé en 1977. Charles Marion, là-dedans, a été une double victime. Premièrement, il a passé des mois dans une cage souterraine, enchaîné, des conditions pratiquement inhumaines. Puis ensuite de ça, lorsqu'il a été libéré, bien, même là, il y avait encore des gens qui avaient des doutes. Ça l'a amené un paquet de problèmes, autant familial que professionnels, et puis il s'en est jamais remis, d'ailleurs. Au niveau des enquêteurs, là, suite au dénouement de tout ça, des procès, là, tout le monde est convaincu que M. Marion n'avait absolument rien à voir là-dedans.